Bonjour, je suis Paul Vissich, initiateur d'Imperium et auteur de cette déclaration de principe, disponible dans le site web imperium-online.eu. À en juger par ce qui m'a été remonté jusqu'ici, le concept qui semble le plus difficile à appréhender parmi ceux abordés dans la déclaration de principe est celui de la valeur citoyenne. Il est pourtant essentiel à la cohérence d'ensemble. Et justement, pour garder à l'esprit cette vue d'ensemble, je vous conseille là encore de visionner ces vidéos dans l'ordre et donc d'avoir vu avant celle-ci pourquoi Imperium, le cap structurant et le post-capitalisme. À ce stade, nous avons acté la nécessité d'un cap structurant, c'est-à-dire un cap sociétal fixé à l'offre politique pour la structurer dans une direction post-capitaliste. Et ce, afin de contrer la fin néolibérale à laquelle nous conduit inexorablement le libre-échange mondial. Nous avons vu surtout pourquoi rien n'était à espérer des moyens de lutte classiques, ni des partis politiques, ni même d'aucune classe sociale dominante dont les intérêts propres ne recoupent plus les nôtres. Nous, le peuple souverain, nous retrouvons seuls face aux défis à affronter. Nous disposons cependant largement de la puissance d'agir de notre impérium, une fois bien compris que la supposée complexité des enjeux ne sert qu'à populariser l'idée qu'il n'existerait aucune alternative, et ce pour nous tenir éloignés de la décision publique. Il nous reste à voir par quelle modalité pratique nous allons imposer ce cap structurant aux candidats soucieux d'obtenir nos voix. Il est un point sur lequel il vaut mieux être honnête d'entrée. Se revendiquer du peuple ne nous dispense nullement de partager avec l'élite le souci d'être d'abord motivé par nos intérêts propres, pour la simple raison que c'est un réflexe naturel, probablement issu d'un instinct de survie ancestral. C'est justement ce réflexe qui a permis au libéralisme d'ériger l'égoïsme en système, à notre détriment, comme nous le savons désormais. Il est en revanche une autre caractéristique qui, elle, nous distingue de l'élite, comme l'a fort justement noté Machiavel, à savoir que, je cite, « La différence entre les grands et le peuple est que les grands ne cherchent qu'à dominer, alors que le peuple ne demande qu'à ne pas l'être. » Dans notre grande majorité, en effet, nous ne demandons rien d'autre que de vivre le mieux possible. Désir que Machiavel qualifia d'ailleurs de plus raisonnable que celui des grands. Plus raisonnable sans doute, mais ce désir légitime a aussi pour conséquence que le peuple n'a pas plus vocation à s'emparer des rênes du pouvoir qu'un parti politique ne l'a à penser la société. Pour veiller à notre qualité de vie, en effet, la raison commande de veiller aussi à celle de nos réseaux personnels, en particulier dans des situations de dépendance économique envers notre emploi, notre clientèle, voire nos créanciers. Le premier devoir d'un citoyen est donc de faire corps avec ses semblables. Or, le conformisme rassemble alors que la déviance isole. L'engagement citoyen est déjà suffisamment compliqué par les difficultés matérielles de l'existence, sans y ajouter l'inconfort d'une rébellion. Sans doute aussi n'est-il pas facile de quitter sa zone de confort, mais les freins n'en demeurent pas moins réels. Nous avons cependant déjà fait voler en éclats l'un d'entre eux, celui de la prétendue complexité des enjeux. Voyons maintenant les autres. La question se pose donc en ces termes. Comment combiner le conformisme naturel, voire l'inertie naturelle du corps social, avec l'impératif de devoir fixer un cap structurant à nos représentants? Un premier élément de réponse apparaît ici dans le constat que cette passivité ne touche pas le corps social uniformément. Les initiatives citoyennes existent. On pense aux Gilets jaunes, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi les rencontres type débat ou café citoyen, les actions de désobéissance civile comme le délit de solidarité envers les migrants, les diverses actions écologistes, la défense du droit au logement, les désobéisseurs pédagogiques de l'éducation nationale, etc., etc. Précision utile ici, la désobéissance civile se distingue de la délinquance par un défi à l'autorité pacifique et à découvert, contrairement à la délinquance qui, elle, est clandestine. Ces initiatives démontrent que l'appétence existe dans l'ordre public pour une implication citoyenne. Mais à ce jour, elles se manifestent sous la forme d'initiatives éparses, sans lien entre elles, presque catégorielles et pour certaines limitées dans le temps. Mais surtout, aucune ne formalise une véritable alternative sociétale, aucune volonté de se structurer durablement à l'échelon national en contre-pouvoir citoyen au pouvoir politique. Pourtant, elles existent. Elles sont apparues spontanément en réponse à des situations particulières. Pour cela, elles n'ont pas choisi de s'exprimer par les canaux habituels de la représentation, ni les partis politiques. C'est comme si elles avaient choisi d'investir un espace inoccupé, une sorte de chaînon manquant dans l'ordre social,
précisément située entre le peuple et le monde politique. Ce n'est pas la seule occasion qui permette de ressentir l'intuition de cet espace vide. J'ai déjà eu par exemple l'occasion de raconter ma déception envers le PS, que j'ai quitté après 20 ans d'efforts aussi obstinés qu'infructueux, pour tenter de dépasser les questions purement électorales et élever les débats vers des considérations plus sociétales. J'en ai développé un temps une certaine rancune, avant de mettre de l'eau dans mon vin, en prenant conscience que la situation n'était guère différente dans les autres partis. À y regarder de près, aucun ne s'est jamais révélé un lieu approprié au débat d'idées. En dehors des seules conquêtes électorales, cela va de soi. Tous, au contraire, sont nés d'idées préexistantes. La SFIO, par exemple, ancêtre du PS, est apparue à la révolution industrielle sous la pression de l'internationale socialiste, elle-même structurée en réaction aux conditions de travail inhumaines de l'époque. L'espace alors n'était pas inoccupé. Le chaînon entre le peuple, en l'occurrence à l'époque la classe ouvrière, et la représentation politique, ont été les internationales ouvrières, les regroupements syndicaux qui ont suivi pour aboutir enfin au parti politique. De fait, on n'a jamais vu un parti politique autoproduire les conditions mêmes de son existence. Ils ont toujours été créés pour donner une traduction électorale à des idées apparues en amont. Mais où? À l'aube de la SFIO, nous venons de le voir, l'espace était occupé. Qu'en est-il aujourd'hui? D'abord, nos élites actuelles ont tiré les leçons des troubles passés et évitent désormais avec soin de créer les conditions d'un désespoir mobilisateur. Du moins jusqu'ici. La violence institutionnelle a appris à se draper de velours. Ensuite, les attentes d'aujourd'hui ont dépassé les simples limites catégorielles pour s'élargir à des questions sociétales. La sauvegarde de la planète, la solidarité, la défense animale, le mal-logement, l'éducation, etc. Sans oublier bien sûr le pouvoir d'achat pour lequel je vous invite à diffuser largement le cap structurant d'Imperium. Mais si la réponse ne peut venir du peuple, qui privilégie avec sagesse la concorde sociale à l'isolement de la contestation, ni des partis politiques, concentrés sur la traduction électorale d'attentes exprimées en amont, alors qui pour les exprimer? Dans la société civile actuelle apparaît ici un trou béant, ce que j'ai appelé tout à l'heure le chaînon manquant, situé entre le peuple et la représentation politique. Il manque dans cet espace inoccupé un relais citoyen, susceptible de structurer tous les volontarismes animés par une appétence naturelle à l'implication publique. Dit comme ça, voilà qui ressemble fort à ce que je vous invite depuis le début à mettre en pratique pour la promotion de notre cap structurant. Mais sans avoir eu besoin jusqu'ici de recourir à une quelconque notion de valeur citoyenne. Alors, où celle-ci apparaît-elle? Dans une objection qui ne manquera pas de nous être opposée de manière parfaitement prévisible et à laquelle il importe de se préparer. Nous prônons en effet, face aux logiques d'intérêt, le retour au premier plan de la décision publique, autrement dit de la puissance d'État, qui a singulièrement reculé depuis un siècle. Or, cela ne doit rien au hasard. C'est en effet, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, et de ses conséquences dévastatrices, que furent recherchées les causes de l'ardeur agressive des États, dans l'espoir affiché de prévenir le retour de tels conflits. Un sentiment alors résumé dans le slogan populaire « Plus jamais ça ». De ces réflexions fut énoncé le principe d'interdépendance économique entre les nations, supposé remplacer le besoin de conflit par celui d'une sécurité collective, dictée par un intérêt partagé. Ceci reste le principal argument libéral pour justifier l'affaiblissement des États dans le système international. De fait, cette thèse est largement critiquée, d'abord pour son incapacité patente à avoir prévenu l'apparition du second conflit mondial, ensuite par l'observation que les rapports de violence et la loi du marché étaient finalement soumis au même ressort et ne présentaient de ce fait aucune incompatibilité naturelle. En témoigne notamment le marché de l'armement qui exporte le conflit armé sur d'autres théâtres d'opération. Enfin, la polarisation actuelle du monde en hyperpuissance antagoniste achève de réduire cette fiction à néant. Il n'en demeure pas moins que les libéraux ont beau jeu d'argumenter que plus aucun conflit n'est apparu sur la scène européenne depuis 1945, à l'exception notable des guerres dans les Balkans des années 90. On ne peut non plus, par ailleurs, ignorer les risques d'abus de toutes sortes perpétrés par un État au pouvoir renforcé. C'est précisément ce qui justifie en démocratie l'existence de contre-pouvoirs. Seulement voilà, la crise actuelle de la représentation publique entraîne fatalement
une crise de confiance dans la dimension même de contre-pouvoir, et cela pour une raison clairement identifiable. Parce que nous avons placé notre confiance, du moins dans sa dimension citoyenne, dans les formations politiques, un réflexe des plus déraisonnables, comme nous le savons désormais. Le véritable problème est que les mouvements idéologiques du passé, qui autrefois fixèrent un cap à ces partis, ont aujourd'hui laissé la place à un trou béant, un chaînon manquant. Nous avons vu aussi les raisons qui rendent illusoire toute idée d'administration directe par le peuple. Cette impasse n'offre logiquement qu'une seule issue, que les relais citoyens que vous aurez constitués pour la promotion du cap structurant ne serviront pas qu'à cela. Une fois le cap validé, ils formeront l'ossature d'un contre-pouvoir démocratique pérenne face à l'action publique, en relayant dans le même temps la volonté populaire auprès des formations politiques qui, pour leur part, resteront concentrées sur la réalisation de leur programme, suivant les modalités fixées par la nation souveraine. Vous l'aurez compris, la citoyenneté dont nous parlons ici n'a rien à voir avec le sens actuel qui l'a réduit à un simple synonyme de nationalité. Nous parlons ici d'une implication consciente, ouverte à tous, certes, mais soumise à la libre volonté d'agir. Ici, en fait, je n'invente rien. Cette réflexion n'est pas nouvelle, quoique trop peu développée à mon goût. Elle porte sur l'idée de subjectivité citoyenne. Je voulais chercher sur le web ces mots-clés qui, à première écoute, n'apparaissent guère plus limpides que valeur citoyenne. Qu'est-ce donc que la subjectivité citoyenne? En gros, c'est l'idée de concevoir les citoyens comme sujets de la politique et non plus comme objets, comme c'est le cas actuellement. Le couple sujet-objet doit vous rappeler quelques vieux souvenirs de philo. Pour faire court, le sujet est celui ou celle qui pense. L'objet est ce à quoi le sujet pense. Les sujets en question ici n'ont donc rien à voir avec ceux d'une monarchie. Le sujet citoyen s'entend au sens d'acteur citoyen. Si je suis un objet politique, on pense pour moi. Si je suis un sujet politique, c'est moi qui pense. Autant que possible, ce qui va être effectivement réalisé. On retrouve bien dans cette idée les relais citoyens, objets de notre propos, et dont nous cherchons maintenant les conditions de pérennité. Pour bien entendre ce qui va suivre, il convient d'abord d'évacuer un malentendu fâcheux sur la manière d'envisager la qualité de citoyen. Il arrive fréquemment, en effet, que la citoyenneté soit perçue négativement comme une sorte de pédanterie, une prétention à incarner des valeurs supérieures véhiculées par la mystique citoyenne, comme le civisme, la solidarité, la laïcité, la volonté populaire, etc. Assénées comme autant de leçons de morale, souvent perçues comme éloignées des réalités. S'il y a une dérive de l'action citoyenne à combattre, c'est bien la dimension mystique. Et pour cela, comme souvent, il suffit d'en comprendre le mécanisme. Quand une personne décide de s'engager au motif de valeurs morales supérieures, il est facile de développer un sentiment d'universalisme. Le contraste devient alors saisissant avec ceux qui déclinent tout intérêt, voire affichent ouvertement leur dédain pour cet universalisme affiché. Cet affront ressenti envers des valeurs personnelles que l'on rêve universelles va dès lors se traduire par un sentiment de privilège sur lequel va se développer la fiction d'une légitimité à s'exprimer au nom de tout le corps social. Ces pseudo-citoyens légitimistes ne prennent pas garde que, ce faisant, ils dévoient leur chère liberté d'expression en une sorte de légitimité d'expression qui exclut par avance ceux qui ne se reconnaissent pas dans leur discours moralisateur. Dans la pratique, il suffira de réunir un groupe sur un sujet, qui annonce d'avance l'affinité des participants, de le nommer ensuite peuple souverain, pour avoir dès lors beau jeu de revendiquer ses conclusions comme étant la voix du peuple, les absents étant réputés avoir tort ou consentir par défaut, car qui ne dit mot consent. Mais la libre participation à de tels débats est une fiction, car il repose sur des prémices excluant d'entrée tous ceux qui ne s'y reconnaissent pas. En matière de citoyenneté, il n'existe rien de tel qu'une soi-disant légitimité à s'exprimer plus haut que d'autres voix, aussi dissonante soit-elle. Il n'a jamais rien existé de tel qu'une volonté populaire et la démocratie n'a jamais eu vocation à l'énoncer. Les hommes disconviennent par nature, disait Spinoza. Ce qui convient à une majorité disconviendra toujours à la minorité, et pour ces derniers, peu importe de compter parmi 1 ou 49% de la population. Le résultat est le même, ils subiront le joug de la majorité. La démocratie ne sert qu'à une chose, régler ses différends à la tribune et dans les urnes plutôt que sur les champs de bataille, en offrant les conditions d'un jeu pacifié et d'une perspective de revanche à chaque nouvelle échéance. C'est tout.
C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Il n'existe ni n'existera jamais rien de tel qu'une volonté nationale ou un peuple monolithique, souverain, mais des actions citoyennes singulières, consenties ou non, individuelles ou concertées. La réalité, c'est qu'un sujet politique est d'abord un sujet situé, c'est-à-dire particulier et non universel. Il ne voit pas les choses depuis les cimes de l'Olympe, mais de son point de vue d'être singulier. L'ordre social lui sera favorable ou néfaste, voire le laissera indifférent. Dans ce cas, le légitimiste sera tenté d'évacuer cette distance selon ses propres fictions. L'administré serait oublié par les politiques, auquel cas il faudrait aller à sa rencontre pour écouter ses attentes. Notez le choix du verbe écouter, non entendre. Ou bien il sera déçu par la politique, auquel cas il faudrait lui parler vrai, etc., dans la plus pure langue de bois. Mais le sujet situé, lui, sera simplement d'accord ou pas, voire s'en fichera royalement, ce qui est son droit le plus souverain. Dans tous les cas, il se verra très éloigné de cette pratique citoyenne-là, à des années-lumière de cet entre-soi auquel les pseudo-légitimistes tentent de l'assigner, suivant leur propre modèle. La subjectivité politique, qu'on pourrait aussi bien nommer simplement citoyenneté, ne se dévoilera pas au son des trompettes célestes de valeurs élevées, mais par une volonté éclairée et partagée d'une co-administration de la chose publique, dès lors que son impérieuse nécessité sera admise par tous. Cette exigence n'a qu'une seule raison et elle est très simple. Ne pas s'en trouver dépossédé à son détriment, que ce soit par des autocrates, des groupes intégristes ou des lobbies économiques. Cela et rien d'autre. Seule la collectivité citoyenne détient dans ses mains son intérêt propre comme celui des prochaines générations, et personne d'autre. Et voilà précisément ce qui nous amène à ce que j'ai choisi d'appeler valeur citoyenne. Car vous l'aurez compris, il est bien question de subjectivité citoyenne. Mais il manque quelque chose à cette idée. Cette dimension supplémentaire est celle qui doit permettre la reconnaissance sociale la plus large possible de la subjectivité citoyenne. Il ne suffit pas en effet de participer à l'administration publique, encore faut-il que cela réponde à une attente, au point de convaincre ceux qui le souhaitent d'y contribuer, à minima pour les autres, de reconnaître en toute confiance l'autorité de la parole citoyenne. C'est ce qu'on appelle une valeur sociale, c'est-à-dire quelque chose que la société reconnaît et valorise. Un exemple actuel de valeur sociale est ce qu'il est convenu d'appeler la valeur travail. Au départ, l'expression désigne un concept politico-économique qui désignerait le travail comme source de la valeur, une idée notamment contestée par la loi de l'offre et de la demande, mais ça n'est pas ce qui nous importe ici. L'opinion a en effet coutume de s'approprier les expressions dans le sens qu'elle souhaite leur donner. En l'occurrence, elle entend cette notion comme la reconnaissance d'une valeur personnelle. Quelqu'un qui travaille sera réputé ne pas être feignant. Détenir quelques qualités pour avoir décroché un job dans un marché de l'emploi notamment tendu. Et surtout, gagner sa vie, sans devoir être assisté, suivant la mythologie libérale largement imprimée dans les esprits. Par valeur sociale, nous entendons ici ce qui est apprécié socialement, comme des qualités personnelles, le fait d'avoir de l'argent, une belle voiture, d'être de bons parents, etc. Dans le langage courant, on parlera plutôt de reconnaissance. En d'autres termes, elle exprime un respect du corps social qui en fait un objet d'attente ou de recherche par le plus grand nombre. La valeur travail, ainsi entendue, s'explique évidemment par sa nécessité économique, délibérément entretenue par la logique libérale. L'annonce de son obsolescence dans la déclaration de principe concerne évidemment la valeur sociale et non le travail lui-même. Nous avons même anticipé à contrario des besoins de travail accrus, des relocalisations prévisibles, les rénovations thermiques pour s'adapter à la pénurie énergétique, sans même parler des besoins sanitaires ou écologiques. Dans le monde à venir, considérer le travail comme une ressource publique, et non plus comme une charge comptable, comme le fait l'ineptie libérale, annonce logiquement la fin de sa raréfaction relative et une répartition plus partagée, redonnant au travail sa place naturelle de participation équitable à l'effort collectif, et de là, une dilution inévitable de sa valeur sociale. Quelle autre valeur sociale alors pour la remplacer? Étant admis que celle-ci repose sur une perception partagée de l'utilité sociale, les relais citoyens tels que nous les avons définis constituent à l'évidence un candidat parfait pour cette nouvelle valeur sociale. Pour le dire plus simplement, la valeur citoyenne n'est rien d'autre que la valeur sociale, autrement dit la perception partagée par tous de l'utilité sociale, attribuée à la pratique de la subjectivité citoyenne pour garder la société de toutes les voracités.
Dans le monde actuel qui valorise hypocritement le travail artificiellement raréfié, la citoyenneté n'a au contraire aucune valeur sociale. Aux antipodes du chant des sirènes qui lui attribue les plus hautes vertus morales, l'actuel statut de citoyen se réduit concrètement à une simple participation périodique au jeu électoral sans véritable enjeu. Il en ira évidemment tout autrement si le corps social parvient à se structurer en relais citoyen pour influencer directement le jeu électoral, pour la promotion du cap structurant évidemment, et par la suite comme seul contre-pouvoir possible face à un État au pouvoir nécessairement renforcé. Pour cela, il importe de considérer dès maintenant les conditions nécessaires à la future valeur sociale, à commencer par une lutte résolue contre la mystique citoyenne. La citoyenneté doit rassembler et non exclure. Elle vient du bas et non de la mythologie hors sol des valeurs. La citoyenneté est avant tout une compétence qui, comme nous l'avons vu, peut être vulgarisée et rendue accessible à qui souhaite s'en saisir. Elle deviendra alors immanquablement un objet de valorisation sociale, comme le travail en son temps, et sa parole publique sera respectée et recherchée. Car si certains, nombreux, faut-il l'espérer, y participeront, d'autres, pour rappel, ne développeront pas pour elle d'appétence naturelle, qu'à cela ne tienne. Si les plus actifs, les mieux dotés culturellement parviennent à se départir de leur vocation militante ou de leur position valorisante pour manifester au contraire un souci constant d'éclairer les autres pour les joindre au débat à titre égal et non à les subjuguer, alors une prise de conscience collective devient possible. Et l'esprit de corps peut alors animer la nation pour lui permettre de prendre son destin en main. Tout cela évidemment reposera sur une valorisation par le corps social de la subjectivité citoyenne. Celle-ci viendra dans un premier temps de la promotion couronnée de succès du cap structurant. Par la suite, les formes qu'elles prendront à travers nos initiatives n'auront de limite que notre inventivité. Nous en avons déjà vu quelques-unes. Autrefois, la Révolution a généré un foisonnement d'associations sous des noms variés. Clubs politiques, sociétés populaires, sociétés patriotiques, etc. Quel que soit leur nom, elles ont toutes pris pour modèle le club des Jacobins, où s'illustrèrent les plus grands orateurs comme Danton ou Robespierre, et où, selon Couthon, se serait même préparé la Révolution. On s'y réunissait alors pour s'entretenir des affaires publiques, de thèmes de société, de l'actualité ou des projets de loi. En fait, tout ce dont nous parlons ici. Plus près de nous, on peut imaginer des cafés Imperium, sur le modèle des cafés citoyens par exemple. Mais surtout, nous disposons aujourd'hui des technologies modernes d'information et des opportunités sans précédent qu'elles offrent au débat public. Pour cela, la participation des mieux dotés en culture numérique s'avérera décisive. Et ils investiront utilement leur talent par la mise en place de ces outils. Réseaux sociaux, sites ou blogs, webinaires, ou autres plateformes ouvertes aux initiatives locales pour alimenter un fonds documentaire accessible à tous et susceptible de générer ailleurs d'autres débats. Ces débats, il ne restera qu'à les nourrir. Nous avons déjà ouvert quelques pistes, et nul doute que vous saurez les compléter par des sujets auxquels je ne pense sans doute même pas. Dans tous les cas, je ne saurais que trop vous recommander de veiller à la modération, et notamment à la disconvenance. Les avis contraires ne seront en aucun cas combattus, mais au contraire encouragés, voire recherchés. C'est un renversement complet de l'approche personnelle qu'il est nécessaire d'opérer ici, jusqu'à rendre obsolètes les avis du type « Ne parlons pas politique, c'est l'engueulade assurée ». Bien au contraire, le débat politique deviendra l'outil cardinal de notre puissance d'agir collective. La clé de notre puissance d'agir sera le souci permanent que nous afficherons à la mise en balance des points de vue. Certains se situeront à droite, d'autres à gauche. Chacune de ces sensibilités constituant une approche partielle de la chose publique et complémentaire l'une de l'autre. Autant dire qu'un débat exclusivement à gauche ou à droite n'a aucun intérêt. Chaque sensibilité recherchera, au contraire, à éprouver ses opinions face à l'autre sensibilité, et non à vouloir imposer une conviction nécessairement orientée. Ceux qui enfin refusent cette confrontation et prétendent détenir seuls la vérité seront réputés extrêmes et par là même antidémocratiques, afin que tous l'entendent. Ainsi, on peut imaginer une maxime ou un serment préalable à toute séance, un peu pompeux sans doute, mais bon, si ça peut aider. Par exemple, nous, citoyens, sommes réunis ici pour éclairer la conscience publique et la voie à suivre par nos représentants démocratiquement élus. Toute opinion a ici plein droit de citer et aucune ne prévaut sur une autre. Nous nous engageons à rechercher et à respecter tous les avis dans le but d'accroître notre intelligence de la chose publique.
Quiconque refuse cette confrontation et prétend ici imposer une vérité est déclaré extrême, et, ne pouvant se prévaloir du titre de citoyen, n'a pas sa place ici. C'est un exemple. Vous choisirez la meilleure méthode. Toujours est-il que si nous parvenons à établir ce renversement spectaculaire dans le débat public, et à tisser ce réseau citoyen dans l'ensemble du corps social, à orienter efficacement l'offre politique dans le sens du cap structurant, et si bien évidemment nous parvenons à n'exclure personne du débat public, eh bien, la subjectivité citoyenne réalisée au cours de ces débats se verra couronnée de la reconnaissance qui lui fera accéder au rang de valeur sociale, la valeur citoyenne. À la question quel contre-pouvoir à la puissance d'État, nous saurons alors répondre nous. Dans quelle modalité? Nous le verrons dans la prochaine vidéo consacrée à la démocratie. Hasta siempre. Vous êtes libre de partager, télécharger et diffuser cette vidéo sur tout support à la seule condition de ne pas la modifier. Si vous devez prélever un extrait pour illustration, insérez obligatoirement un lien vers la vidéo complète pour assurer votre public que la sortie du contexte ne modifie pas le sens.